La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. La bataille du Saint-Laurent, un pan important de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui s'est passée en Gaspésie. Félix Fournier, quand les Gaspésiens ont vu leurs proches partir à la guerre en Europe, ils se doutaient pas que la guerre allait être rapidement à leur porte. Exactement. C'est que la guerre reste sur le continent européen beaucoup jusqu'en décembre 1941. Parce que Hitler ne veut pas provoquer les Américains. Mais aussitôt que l'attaque sur Pearl Harbor a lieu le 7 décembre 1941, là, les vannes sont ouvertes. Les sous-marins vont se propager dans l'Atlantique. Ils n'auront plus peur de frapper des bateaux américains parce qu'ils sont déjà en guerre avec eux. Donc, c'est à ce moment-là que Karl Dönitz, l'amiral de la Kriegsmarine, la marine allemande, va lancer les sous-marins dans l'Atlantique et il va lancer l'opération Drumbeat, l'opération roulement de tambour. Et on sait que les Allemands ont déjà un intérêt pour le golfe du Saint-Laurent. La porte d'entrée au Canada. Exactement, parce qu'en 1936, il y a des Allemands proches des dignitaires nazis qui vont essayer d'acheter des parties de l'île d'Anticosti. Ce qui fait que ils connaissent très bien le territoire, ils ont la cartographie, il y a des très belles cartes du golfe du Saint-Laurent déjà en allemand. Et ils savent que le Canada va servir vraiment d'envoi de matériel pour approvisionner l'Angleterre. L'Angleterre, c'est une île qui transforme, c'est pas une île qui produit. Ils ont besoin de denrées. Donc ces denrées-là vont transiter par le golfe du Saint-Laurent. Donc c'est pour ça que la guerre va rapidement se trouver à nos portes. La menace est bien présente dans le Saint-Laurent, mais la population reste intacte, n'est pas attaquée, jusqu'au 8 septembre où la Gaspésie est attaquée. Et oui, par un concours de circonstances c'était vraiment pas le but du pilote du U-boat. C'est un accident? C'est un accident. C'est que il essayait de frapper un bateau de pulpe qui naviguait sur le Saint-Laurent. Mauvaise idée, parce que le bateau de pulpe ne valait probablement moins que la torpille sur laquelle il va lancer. Mais la torpille, quand la torpille manque le Medcliffe Hall, le navire de pulpe, elle va frapper le cap à Saint-Yvon. Puis là, la population, il y a comme quelque chose d'autre qui s'installe dans la population, de la terreur Une onde de choc. Exactement, parce que physiquement, la Gaspésie est attaquée. Et durant tout l'ensemble de la Deuxième Guerre mondiale, la torpille de Saint-Yvon est le seul acte d'agression de l'Allemagne nazie contre l'Amérique du Nord. Et ça s'est passé en Gaspésie. Donc, cette torpille frappe le cap. Chez la population, là, je me souviens de ma grand-mère qui parle de la torpille qui frappe. Puis aussi, comment ce sentiment était fort, ce souvenir, même après toutes ces années, comment il était resté imprégné. Parce que là, les gens ont peur. Mais il y a des gens qui ont moins peur, comme M. Rock-Côté, qui lui se dépêche d'aller récupérer la torpille. Ce qui en reste, parce que c'est une immense pièce. On parle de 21 pieds, 7 mètres, et avec une charge explosive de 760 livres. Donc c'est ça, les fenêtres vont exploser, vont se briser, les portes d'armoire, la vaisselle va tomber quand ils vont être frappés à Saint-Yvon. Mais M. Rock-Côté, lui, écoutant comme ce courage, va récupérer la torpille et la porte chez eux. Malheureusement pour lui, il ne pourra pas la garder. Mais non, c'est ça, parce que j'imagine que ça ne lui appartient pas. Exactement, mais c'est surtout l'intérêt qu'a l'armée canadienne pour cette torpille. Alors, on frappe rapidement à la porte de M. Rock-Côté et on lui demande de lui remettre la torpille, les parties qui restent, le moteur, les doubles hélices. Il y avait tellement de puissance, cette torpille-là pouvait aller jusqu'à 88 km/h dans l'eau. C'est extrêmement rapide. Donc c'est ça, l'armée canadienne la récupère pour pouvoir l'analyser, savoir c'est quoi. Parce que en cette période, en 42, l'armée canadienne n'est pas vraiment habilitée à combattre les sous-marins. C'est vraiment, là, on cherche. Ça fait qu'ils prennent la torpille, ils la rapportent, et on verra plus tard ce qui adviendra de la torpille. Cette torpille qui frappe Saint-Yvon, un petit village de la Gaspésie, va avoir des conséquences sur la population et leur rapport avec la guerre. Exactement, parce qu'en plus de la présence militaire qui va être décuplée, parce que là, l'armée canadienne va commencer à installer une base à Gaspé, il y a le blackout. Le blackout, c'est que l'armée va distribuer des toiles afin de cacher toute forme de lumière. Parce que si vous avez un sous-marin et vous avez un bateau et vous avez de la lumière à l'arrière, ça permet de voir la silhouette du navire. Donc, dès que le soleil va se coucher, les gens vont être obligés de fermer leur lumière ou de baisser les toiles fournies par l'armée. Mais il y a aussi des postes de contrôle où ils vont appliquer des enduits sur les lumières des automobiles afin de vraiment diminuer la lumière de la côte
puis minimiser les chances. Disons, ils veulent pas faciliter le travail des capitaines de U-boat allemands pour justement tirer sur les navires, les convois qui vont partir, qui vont traverser dans le fleuve Saint-Laurent. Mais est-ce que tout ça a créé un mouvement dans la population, un mouvement de solidarité là, pour faire leur effort de guerre également? Effectivement, les fusiliers du Saint-Laurent vont voir leurs effectifs décuplés. Seulement dans le secteur de Grande-Vallée, c'est 166 personnes qui vont s'enrôler suite à l'attaque de la torpille de Saint-Yvon. Puis ça va être près de 2000 recrues qu'il va y avoir au Bas-Saint-Laurent. On crée vraiment une milice d'observation pour voir pour les U-boats. Jusqu'à quel point ça pouvait aider? C'est une bonne question, mais je pense que c'était beaucoup plus pour sensibiliser la population puis qu'ils aient l'impression de participer à l'effort de guerre parce que c'est tellement complexe dans les... Tu sais, il faut garder chaque personne peut être un informateur parce qu'il y a toute la peur des espions. Et une paranoïa qui s'installe. Parce que c'est aussi les troupes. Parce que quand vous parlez avec les personnes âgées, chacun a son histoire d'espion débarqué en Gaspésie. Mais dans la réalité, il y en a seulement un qui va être recensé. Et c'est l'espion de New Carlisle. Donc, le seul espion confirmé se trouvait à New Carlisle. C'est quand même loin de Saint-Yvon. Oui, mais c'est parce qu'il cherche à débarquer. L'idée, des fois, de penser que débarquer dans un petit village, ça augmente tes chances de passer, c'était une mauvaise idée. Les gens vivant dans une espèce, comme tu l'as si bien dit, de paranoïa du débarquement d'espions ou de débarquement allemand tout court, vont faire qu'ils vont être très, très attentifs aux gens qui débarquent. Donc, quand Werner von Janowski débarque à quelques kilomètres de New Carlisle et essaie de rejoindre une hôtel, puis va prendre le train vers Montréal. Il n'aura pas 24 heures de liberté en sol canadien, parce qu'il va être arrêté sur le train par la GRC. Les gens qui étaient à l'hôtel où il va essayer de loger, tout de suite sentent son odeur de diesel, son accent un peu bizarre, et ce qui crée beaucoup de suspicion en Gaspésie. Oui, c'est ça. On s'est dit, il débarque sûrement d'un bateau pour sentir comme ça. Mais c'est parce que c'était les U-boats. C'est que l'odeur dans les U-boats, si les gens ont eu la chance de visiter le sous-marin, l'Onondaga à Rimouski, qui est décommissionné depuis des années, puis il y a encore dans le sous-marin l'odeur de diesel. Donc imaginez un U-boat allemand qui était fraîchement utilisé. Exactement, et qui avait fait qui venait de faire une traversée. Vous avez l'odeur, et aussi, grâce à cette personne qui était à l'hôtel, qui l'a reçu, il voit qu'il y a des allumettes qui sont de marque qui viennent de la Belgique. Et comme la Belgique sont en guerre depuis 1940 avec l'Allemagne nazie, et ils sont sous occupation, il y a peu de matériel de la Belgique qui se rend jusqu'au Canada, parce que tout est pris pour l'effort de guerre allemand. Donc, c'était piqué mais c'était vraiment de quoi qui pointait vers le... Tout est dans les détails, hein? Exactement. Donc, notre ami Janowski va se ramasser dans un camp de prisonniers canadiens. Et tout son attirail d'espions, on peut être vu encore aujourd'hui au musée de la Gendarmerie royale du Canada, à Regina, en Saskatchewan. Pourquoi le golfe du Saint-Laurent a autant d'importance dans la défense stratégique du Canada, mais aussi pour l'Angleterre? On sait qu'Halifax et Sydney sont des très gros ports de mer qui donnent directement sur l'Atlantique. Malgré tout, Montréal exporte encore plus de denrées, de tonnes de marchandises que tous les ports de la côte Est réunis. Donc, le matériel a à transiter par le fleuve et par le golfe du Saint-Laurent. Les navires de marchands ne sont bien sûr pas équipés pour se défendre. Ce sont des équipages extrêmement réduits. Et ils transportent la majorité du matériel qui va approvisionner l'Angleterre, d'où l'importance stratégique du golfe du Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'ils transportaient? Ils transportent du pétrole, du matériel de guerre, des avions ou des tanks qui sont produits. Ou ils peuvent rapporter sur de l'autre côté des avions qui, eux, proviennent de l'Angleterre et vont servir à l'entraînement des futurs pilotes canadiens. C'est sûr qu'il y a les denrées alimentaires aussi. L'Angleterre est très limitée au niveau de la production de nourriture. La population est très élevée. Comme il y a un blocus, c'est-à-dire que l'Angleterre ne peut être ravitaillée par les pays européens continentaux parce qu'ils sont l'Allemagne ayant pris la France, l'Angleterre va être à la merci de ces ravitaillements de navires. Dans le fond, c'est le Canada qui va s'assurer que les navires de marine marchande puissent transiter par le Saint-Laurent pour qu'ils puissent acheminer le matériel à l'Angleterre. Très tôt, on instaure des convois. Les convois, c'est sous l'égide de l'armée canadienne. On va donner des instructions aux capitaines des navires de la marine marchande et on va les placer ensemble. On va les regrouper et il va y avoir des escortes. Les navires vont recevoir leurs instructions à partir de Pointe-au-Père. Parce que de la navigation de Montréal, Québec, jusqu'à Pointe-au-Père, c'est quand même relativement sécure. Les sous-marins vont s'aventurer beaucoup plus
dans l'ouverture jusqu'à l'île d'Anticosti, ils vont dépasser jusqu'à Saint-Anne-des-Monts. C'est vraiment le pourtour de la Gaspésie qui est convoité. Parce que le fleuve s'élargit, ça donne beaucoup plus de chances aux U-boats de naviguer et d'attaquer les convois. Est-ce qu'on avait des bases navales en Gaspésie? À Gaspé, il va y avoir la base navale HMCS de Fort-Ramsey. C'est une base navale. Dès le début de la guerre, le gouvernement canadien, l'armée canadienne aussi, comprennent que Gaspé va jouer un rôle prédominant dans la défense du golfe du Saint-Laurent. Malgré tout, en 1940, ils vont être très, très chiches, où il va avoir un déploiement très limité en ce qui a trait au nombre de navires qui va être sur le Saint-Laurent, ce qui va servir à défendre la base navale de Gaspé. Ils mettent des petits yachts de l'armée afin d'assurer l'escorte pour les navires qui vont être de passage. Mais très rapidement, avec le début de l'année 42, là, on prend conscience qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'activités dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, on va inaugurer en 1er mai 1942 la base de Fort-Ramsey avec des fortifications qui vont se trouver à Penouille et à Fort-Prével. Encore aujourd'hui, on peut voir ces fortifications, surtout ceux de Fort-Péninsule, qui ont été très bien préservés par Parc Canada. Il va y avoir beaucoup de militaires qui vont être placés à Gaspé. Comme il y a le quai est agrandi, il y a beaucoup de bâtiments. Il y a aussi, malgré qu'on mise beaucoup sur la marine, il va y avoir aussi beaucoup d'avions, des hydravions qui vont être placés à Gaspé. Parce que ces hydravions-là vont être couplés avec des bases de radar qui vont être disséminées partout sur la côte gaspésienne, la plus grosse étant à Rivière-au-Nord. Et ils vont s'assurer une couverture radar pour détecter la présence potentielle de U-boats entre l'île d'Anticosti et la côte gaspésienne. Une des choses qui a marqué l'imaginaire des Gaspésiens à l'époque, là, en plus des centaines de soldats qui sont débarqués à Gaspé, c'est l'installation d'un filet anti-sous-marin dans la baie de Gaspé. Parce que là, les gens prennent conscience de la proximité de l'ennemi et aussi du fait que les Allemands pourraient considérer un débarquement à Gaspé. Débarquement tellement potentiel que même le gouvernement de Mackenzie King va établir une loi de la terre brûlée dans laquelle, en cas de débarquement, aucune structure ne sera préservée à Gaspé et on appliquerait la politique de la terre brûlée. Qu'est-ce que ça faisait exactement, cette politique-là? Ce qui pourrait servir au niveau autant des niveaux des bâtiments ou de la nourriture serait brûlé ou détruit afin de ne pas donner une tête de pont à l'armée allemande en sol gaspésien. On prétend qu'Hitler s'était vanté de faire descendre la croix de Gaspé par ses soldats. Rendu là, c'est pas uniquement la croix qui serait tombée aux mains des Allemands, mais toute la ville de Gaspé y serait passée, laissant ainsi la route libre pour Québec, Montréal et Ottawa. Malgré les précautions prises, la Gaspésie a subi quand même les effets néfastes des torpilles allemandes. 1942, ça a été une année assez difficile, mais à partir de 1943, ça commence à aller mieux pour les Alliés. Si l'année 42 sera catastrophique pour la marine canadienne, très rapidement, les méthodes mises en place au niveau de que ce soit la base de Gaspé, l'apport en matériel, en navires, en corvettes de l'armée. L'année 43 va être beaucoup plus calme. Déjà, les sonars qui sont installés sur les navires augmentent beaucoup la défense ou la capacité de l'armée canadienne à repérer les U-boats dans le Golfe. Mais on sait aussi que les troupes allemandes et la marine allemande vont essayer de refocuser parce que si en 42, c'est l'année de l'expansion de l'Allemagne nazie sur le territoire européen, en 43, les défaites commencent à s'accumuler. Donc, ils vont essayer de rapatrier beaucoup plus de sous-marins vers le détroit de Gibraltar, la Méditerranée, pour essayer de maintenir une présence en Afrique du Nord. On explique comment ce vent de changement-là en 43? Il y a les deux phénomènes. L'armée canadienne développe vraiment des meilleurs outils pour se défendre. Et il y a une réaffectation des U-boats. Il y en a beaucoup moins qui vont virer autour de la côte Est et du golfe du Saint-Laurent. Jusqu'à l'année 44, où là, ça va être vraiment la disparition des sous-marins. Mais quand même, à la reddition de l'Allemagne nazie, il y a 2 sous-marins qui étaient encore en 1945, qui étaient encore dans les eaux canadiennes, qui vont se rendre. Et ces sous-marins, comme remerciement, l'armée canadienne va les faire les tours des ports qui ont été occupés ou qui avaient des bases militaires pour les montrer aux citoyens c'était quoi finalement ces U-boats-là. Donc, il y a des magnifiques photos du sous-marin d'un U-boat avec des gens de Gaspé sur le U-boat. Je sais que M. Sinette avait eu la chance de le visiter. Chose très intéressante. Et ça avait tellement marqué l'imaginaire, ces attaques, que beaucoup de gens ne voulaient pas aller ni sur le U-boat, ni à l'intérieur,
comme si la terreur de la Deuxième Guerre était encore bien présente dans l'imaginaire des Gaspésiens. Un des événements marquants dans la bataille du Saint-Laurent est arrivé en juillet 1942. Qu'est-ce qui est arrivé?